Bonjour et bienvenue dans Nouvel Angle, mon nom est Laetitia Rodriguez. Chers abonnés, chers nouveaux arrivants, sans plus attendre et si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous sur la plateforme Rumble et suivez mon compte Nouvel Angle, que vous retrouvez dans la barre d'informations. Les grands médias sociaux ne tolèrent plus certains propos, et des restrictions très sévères peuvent être imposées à certains de mes contenus. Voilà pourquoi j'ai été contrainte d'en couper certaines parties, afin de respecter la charte de YouTube. En me censurant, j'ai repensé à la révolution culturelle qui a eu lieu en Chine il y a plus de 50 ans. Tout avait commencé de la même façon. Dans cet épisode, nous analysons les différentes forces en présence qui tentent depuis le 6 janvier d'accélérer la chute du président Trump ainsi que celle de ses partisans. Voyons un peu quels sont leurs procédés. Jusqu'à présent, les représailles politiques contre le président Trump proviennent de 3 sources. Son propre cabinet, le Congrès et le pouvoir judiciaire. Au sein du cabinet, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a publiquement demandé au vice-président Mike Pence ainsi qu'à d'autres membres du cabinet de recourir au 25e amendement afin de mettre en accusation le président Trump. Le 25e amendement comporte 4 sections, mais seule la 4e section est pertinente. Le recours à cet amendement pose 2 problèmes majeurs. Premièrement, le 25e amendement n'a pas été conçu à l'origine comme un outil de mise en accusation. Il a été conçu pour une situation où le président se trouve, pour une raison quelconque, dans l'incapacité d'exercer ses fonctions de président. Dans ce cas, le vice-président peut le remplacer en tant que président intérimaire, jusqu'à ce que le président déclare qu'il est en mesure d'exercer à nouveau ses fonctions ou jusqu'à ce qu'un nouveau président soit élu. De plus, afin d'invoquer la section 4 du 25e amendement, le vice-président et une majorité du cabinet ou d'un autre organe juridique, tel que le Congrès, doivent rédiger un texte qui stipule que le président est incapable de remplir ses fonctions de président. En fait, bien que les démocrates soient majoritaires dans les 2 chambres, il est très difficile d'arriver à une situation où 2 tiers des représentants se rangent du côté de Pelosi. Il a été confirmé le 7 janvier que Pence a rejeté la demande de Pelosi de destituer le président. En fait, Pelosi a décidé de prendre des mesures d'elle-même. Elle a passé de nombreux appels dans la nuit du 7 au 8 janvier pour demander une nouvelle destitution du président Trump, au motif que le président aurait encouragé ses partisans à prendre d'assaut le Capitole. Elle a prévu une conférence téléphonique avec le House Democratic Caucus ce 8 janvier. Les démocrates au Congrès ont également été étonnamment rapides, puisqu'ils ont publié le 7 janvier un projet de résolution pour une procédure de destitution du président Trump en raison de sa responsabilité dans les troubles qui ont eu lieu au Capitole. Comme nous le savons tous, la précédente procédure de mise en accusation du président Trump, menée par Pelosi, a finalement été bloquée par la majorité républicaine du Sénat. Mais maintenant que les démocrates ont une majorité au Sénat, il est beaucoup plus facile pour eux d'adopter une résolution de destitution. L'assistante de Pelosi, Katherine Clark, a déclaré publiquement aux médias que les articles de destitution pourraient être votés, citation, dès le milieu de la semaine prochaine. Beaucoup d'entre vous sont peut-être confus ou trouvent cela inconcevable. Selon la procédure établie, le président Trump va quitter la Maison-Blanche le 20 janvier et il ne reste que 13 jours pour renverser la vapeur. Alors pourquoi les détracteurs de Trump sont-ils si désireux de mettre en accusation le président Trump dans les 13 jours qui viennent? En fait, l'un des principaux objectifs de la mise en accusation souhaitée par Pelosi est d'empêcher le président Trump de se relever dans 4 ans. En effet, la Constitution stipule que le Sénat a le pouvoir de juger les mises en accusation et que les parties condamnées ne pourront plus jouir des fonctions d'honneur des États-Unis. D'autre part, l'assistante de Pelosi, Katherine Clark, a affirmé, citation, « Nous savons que notre temps est limité, mais que chaque jour où Donald Trump est président des États-Unis est un jour de grave danger. Nous pouvons utiliser des outils de procédure pour faire en sorte que les articles de destitution soient rapidement soumis au vote de la Chambre. » Fin de la citation. Pourquoi la gauche estime-t-elle que le président Trump représente toujours une menace énorme pour elle? Ils ont infiltré le corps législatif, les départements exécutifs, le système judiciaire et les médias. De quoi s'inquiètent-ils? Pourquoi pense-t-il qu'un président quittant ses fonctions dans les 2 semaines à venir peut encore représenter une menace mortelle pour eux? L'une des actions de Pelosi nous fournit une réponse. Dans la matinée du 8 janvier, l'Associated Press a rapporté, citation, « La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, s'est entretenue avec le chef d'état-major des armées pour empêcher le président Donald Trump de lancer des actions militaires ou une frappe nucléaire. » Fin de la citation. Comme vous pouvez le voir,
Le discours sur une frappe nucléaire n'est qu'un prétexte, destiné à faire passer le président Trump pour un fou furieux, comme si le monde entier allait être confronté à une guerre nucléaire s'il n'était pas démis de ses fonctions immédiatement. Ce qui les inquiète vraiment, c'est que le président Trump lance une opération militaire. Bien sûr, ce n'est pas des actions militaires contre des cibles étrangères dont il est question, mais des attaques contre certaines cibles nationales. C'est la véritable raison pour laquelle il pense que le président Trump représente une menace mortelle pour le marécage de Washington, D.C. Un autre niveau de représailles politiques provient du domaine judiciaire. Selon le New York Post, le procureur général Karl Racine a laissé entendre que le président Trump et Rudy Giuliani pourraient tous deux faire l'objet d'une enquête et être inculpés pour leur rôle potentiel dans la prise d'assaut du Capitole. Dans une interview accordée à Good Morning America, M. Racine a affirmé que son bureau enquêtait sur des dizaines d'émeutiers et il a rejeté la responsabilité sur le président Trump, parce que celui-ci s'est adressé à ses supporters juste avant que des gens n'envahissent le Congrès. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a aucune chance que le président Trump puisse profiter de sa retraite s'il quitte son poste. La gauche radicale va le poursuivre jusqu'à la fin. Ils vont tisser toutes sortes de plans pour l'envoyer en prison, lui et sa famille. Le président Trump va-t-il attendre patiemment qu'on le détruise? Prendra-t-il réellement une décision militaire? Nous ne le savons pas pour l'instant, ou du moins nous n'avons vu aucun signe en lien avec cela. Il est donc difficile de tirer des conclusions. Mais ce qui est certain, c'est que le marécage de Washington se déplace rapidement pour prendre une revanche politique contre les partisans du président Trump. Examinons quelques-uns des incidents signalés. Le 7 janvier, la plateforme de commerce électronique Shopify a supprimé les boutiques en ligne gérées par la campagne Trump. Les deux magasins vendaient des vêtements de la marque officielle de Trump, y compris des chapeaux et d'autres articles de la campagne Make America Great Again. Dans un discours prononcé le 7 janvier, Joe Biden a fait des déclarations concernant les personnes qui se sont rassemblées à Washington le 6 janvier. Citation. Ils n'étaient pas des manifestants, n'osez pas les appeler des manifestants, c'était une foule en émeute, des insurgés, des terroristes nationaux, c'est aussi simple que ça, c'est aussi simple que ça. Fin de la citation. Alexandria Ocasio-Cortez, une députée de gauche radicale de New York, a rejoint la députée Cori Bush, qui a qualifié le chaos au Capitole d'attaque terroriste. Elle a également déclaré sans gêne, citation, « Les actions lâches et intéressées du sénateur Ted Cruz ont contribué à la mort de 4 personnes hier. » Fin de la citation. Elle a blâmé le sénateur Cruz pour le chaos et a appelé à sa démission ainsi qu'à celle du sénateur Josh Hawley. S'il refuse de démissionner, citation, « le Sénat devrait demander leur expulsion. » Fin de la citation. Le sénateur Cruz a répondu ainsi, citation, « Mener un débat au Sénat sur la garantie de l'intégrité des élections, c'est faire notre travail et ce n'est en aucun cas lié aux méprisables terroristes qui ont attaqué le Capitole hier. » Fin de la citation. Pourquoi vouloir supprimer les emplois de ces sénateurs en quête de vérité? En fait, la gauche veut tout simplement les faire taire. Le 7 janvier, un éditeur nommé Simon & Schuster a annulé la publication du livre du sénateur Hawley en raison de son objection aux votes électoraux. Ils ont déclaré, citation, « Nous ne pouvons pas soutenir le sénateur Hawley suite à ce qu'il a fait. Il est devenu une menace dangereuse pour notre démocratie et notre liberté. » Fin de la citation. Hawley a répondu, citation, « Simon & Schuster annule mon contrat parce que je représentais mes électeurs, menant un débat au Sénat sur l'intégrité des élections, ce qu'ils ont maintenant décidé de redéfinir comme une sédition. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'un simple litige contractuel, il s'agit d'une attaque directe contre le premier amendement. Seuls les discours qui ont été approuvés peuvent maintenant être publiés. C'est la gauche qui cherche à annuler tous ceux qu'elle n'approuve pas. Je vais combattre cette cancel culture avec tout ce que j'ai en mon pouvoir. On se verra au tribunal. Fin de la citation. Comme vous pouvez le voir, qu'il s'agisse de Cruz ou de Hawley, ils ont lancé le défi de faire respecter leurs droits constitutionnels. Mais pour reprendre les termes des personnes de gauche, ce qu'ils tentent de faire est une attaque contre la liberté et la démocratie. Hawley a fait une très bonne remarque en disant que la censure des discours par la gauche est la véritable atteinte au premier amendement. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que ces représailles ne visent pas seulement quelques personnes au sein du Sénat, mais qu'elles sont à l'heure actuelle en train de viser un groupe de personnes beaucoup plus important. Le Daily Mail a rapporté il y a 2 jours qu'au moins 8 sénateurs républicains et 146 représentants ont maintenant été désignés comme des traîtres. Ils risquent d'être expulsés pour, citation, «
Objection à la victoire de Biden après l'émeute du Capitole. Fin de la citation. Après l'émeute du Capitole, la représentante démocrate nouvellement élue Cori Bush a prévu de rédiger un projet de loi pour expulser les législateurs républicains qui s'étaient publiquement engagés à contester les votes électoraux des États contestés. Cette députée, qualifiée par les médias de militante chevronnée du Black Lives Matter, a affirmé que les législateurs pro-Trump, citation, sont responsables de ces attaques car ils ont incité le peuple à renverser l'élection. Fin de la citation. Bien sûr, l'expulsion des sénateurs républicains n'a pas encore eu lieu, mais la pression sur les législateurs pro-Trump est palpable. En fait, il n'y a pas qu'au Congrès que les gens réclament une telle absurdité. Rick Klein, directeur politique de la chaîne de gauche ABC News, a fait une déclaration choquante cette semaine sur Twitter. Citation. « Le fait est que se débarrasser de Trump est la partie facile. Nettoyer le mouvement qu'il commande va être quelque chose d'autre. » Fin de la citation. Chers abonnés de Nouvel Angle, chers téléspectateurs, à l'heure actuelle, nous sommes en train d'assister à une véritable purge. Je ne pense pas que le mot purge soit nouveau pour vous. Des nazis aux totalitaires communistes, les purges menées à l'encontre des dissidents sont devenues les éléments standards de tous les régimes totalitaires. Le nettoyage et la purge commencent souvent par l'étiquetage d'un groupe particulier de personnes. Ces personnes sont toujours, dans un premier temps, considérés comme des parias politiques. Ensuite, certains de leurs droits fondamentaux leur sont retirés, comme le fait de travailler dans les bureaux publics, d'aller à l'école ou de fréquenter certains endroits. Ils seront marqués au fer rouge et leurs activités seront restreintes. Si après tout cela, ils ont encore des convictions religieuses ou politiques, la situation va inévitablement dégénérer. Et l'étape suivante est l'élimination physique. Et nous l'avons bien vu dans les régimes totalitaires, comme en URSS, au Cambodge ou en Chine. Certains d'entre vous pensent peut-être que j'exagère. Les États-Unis sont un pays démocratique, après tout. Comment peut-on les comparer à ces pays totalitaires ? Ce n'est pas parce que certains individus ont des opinions extrêmes que cela signifie que la situation va se généraliser. En fait, certains partisans du président Trump qui ont participé au rassemblement du 6 janvier ont déjà été licenciés par leurs entreprises. Koreko Jaquan Pearson, un étudiant afro-américain qui a déjà été sous les feux de la rampe pour avoir pris la parole lors d'un rassemblement de la défense de la démocratie à Washington, risque d'être expulsé de l'université d'Alabama. Un étudiant militant de gauche demande que Pearson soit expulsé de l'université, affirmant qu'il est un partisan de la violence et qu'il constitue une menace pour le campus. Cela a obligé Pearson à lancer une pétition en ligne afin de pouvoir poursuivre ses études. De nombreux événements majeurs, menant à une catastrophe historique, ont été précipités par un incident apparemment insignifiant. Tous ceux d'entre vous qui connaissent les fonctionnements des régimes totalitaires communistes savent que ces représailles, ces purges contre le président Trump et ses partisans ne sont pas isolées et occasionnelles. L'avenir du monde est en fait déterminé par les choix que chacun d'entre nous fait aujourd'hui. C'est tout pour cet épisode. Je vous remercie d'avoir suivi Nouvel Angle et je vous dis à bientôt.